Bonsoir à tous. Ravi de recevoir Abby ce soir. Je fais une petite présentation. Je parle 3 minutes 30 pour planter le décor. Vous êtes habitués au format. Et après, Abby déroulera son intervention avant de prendre les questions-réponses. Donc, bienvenue pour cet Happy Hour avec le titre alléchant de se préparer pour exploser les tests techniques. Rien que ça. Je pense qu'on aurait pu faire, je ne sais pas si on aurait pu faire davantage clickbait pour une thématique comme celle-ci, mais donc on va exploser ce soir les tests techniques. Alors, Audrey nous propose encore un icebreaker, et alors qu'il neige, je trouve que c'est assez malin ce côté icebreaker. Est-ce que vous êtes à l'aise, jusqu'où vous êtes à l'aise avec les tests techniques? Je voudrais vous proposer de choisir un smiley pour vous positionner le temps que je présente la suite du format. Connu pour, si vous êtes déjà venu, mais l'Happy Hours, qu'est-ce que c'est? Au-delà d'un super jeu de mots, c'est 1 heure en direct sur la culture tech et la reconversion professionnelle pour la communauté des alumni au clock et des sympathisants au clock. Ils veulent ouvrir un chakra sur les sujets de technologie et de reconversion professionnelle. 1 minute, même pas, sur O'Clock. On a un organisme de formation au métier de la tech, à distance et en synchrone. On forme à des métiers de dev, de réseau, Bac+2, Bac+3, 4. Allez voir notre site pour découvrir notre offre. Il y a plein de choses intéressantes si le sujet vous intéresse, mais vous n'êtes pas pour ça aujourd'hui. Aujourd'hui, vous venez donc pour nous écouter. Alors, les intervenants, il y a Abby, qui est autrice et qui anime la communauté Alors on Dev, et qui suis le patron de Clock, mais je vais causer très peu aujourd'hui. Si vous avez des questions, c'est l'avantage de ces lives, on est en direct, et donc il y a un chat qui est assez facile d'accès, qui est la discussion publique. Audrey modère et regarde les questions. Dans un premier temps, on est plutôt en train de dérouler l'intervention et on prend les questions plutôt à la fin. Mais le live permet d'avoir des questions très précises et des réponses très précises pour bénéficier de l'expertise d'Abby. Donc n'hésitez pas, ça fait partie du rythme et de l'intérêt de ces manifestations. Et je sais que souvent, il y a aussi des discussions en parallèle. Et il y a des gens qui ont aussi le sens de l'humour et qui animent avec plaisir le chat pendant que le conférencier intervient. Ça fait aussi partie du charme de ces événements. Et la semaine prochaine, on sera sur un format midi. Souvent, c'est le soir, mais la semaine prochaine, ce sera midi. Désolé pour les apprenants au clock qui devront paralyser leur repas et d'intervention pour recevoir Léo Briand, qui est le patron de VitaScience. Et VitaScience fait 2 choses. Ils ont une plateforme de matériel technique et technologique qui permet de prendre en main l'informatique. Il y a plein de choses très marrantes et très ludiques, mais il vient chez nous pour montrer ce qu'il a développé, pour vous aider à toucher du doigt comment on entraîne un LLM et comment il a mis ça en place avec et du texte et de l'image. C'est très ludique, très didactique. Si vous avez des questions de comment marche finalement concrètement tout ça, Léo a des choses très intéressantes à nous raconter. Et donc, inscrivez-vous, les inscriptions sont déjà ouvertes. Audrey a eu la bonne idée de nous partager le lien dans le chat. Et pour ce soir, la parole est à Abby, que je passe présentatrice dans les quelques secondes pour qu'elle puisse reprendre la parole et dérouler son intervention. Hop, hop, hop. Alors, je fais ça. Tu n'es pas encore présentatrice, ça ne va pas tarder. Et maintenant, tu as la main. C'est à toi. Super, écoute, merci beaucoup Cyril, merci beaucoup Audrey pour votre invitation à cet Happy Hour. Vraiment, je suis ravie d'être ici parmi vous et d'avoir l'occasion de vous parler en direct à vous toutes et tous qui êtes présents. Merci à vous d'ailleurs aussi d'être là, parce que ce sont des moments rares et pourtant ô combien précieux, peut-être parmi les plus précieux justement dans le partage de connaissances. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors moi, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Abeba Ngwe, c'est mon nom complet. On m'appelle Abby, plus généralement. Je suis, alors attendez, hop, je vais dérouler la presse, c'est vrai.
J'ai pas trop l'habitude des prêts, hein, j'avoue, je préfère être plutôt dans l'oralité, mais c'est bien d'avoir une structure aussi. Donc pour ma part, voilà, Abby, je suis développeuse front-end depuis 4 ans. J'ai commencé mon parcours dans le développement web chez O'Clock en 2019, hein, où j'ai fait une formation développeur web, c'est comme ça qu'elle s'appelait à l'époque, voilà, pendant 5 mois. Et puis, suite à cela, j'ai travaillé dans 3 entreprises, donc 2 startups. Et puis là, depuis 2 ans, dans une entreprise qui, en fait, gère un site qui est fréquenté par près de 30 millions d'utilisateurs. Et si vous voulez en savoir plus, si vous voulez savoir de quelle entreprise il s'agit, je vous invite à aller sur mon LinkedIn. Et en plus de cela, donc j'anime depuis 2021 une plateforme qui s'appelle Alors on Dev, qui au départ était une chaîne YouTube, qui l'est toujours d'ailleurs, où je propose des formations techniques sur plusieurs sujets, voilà, comme Git, React, TypeScript, JavaScript, voilà, pas mal technique sur le développement web. Et puis maintenant, Alors on Dev écrit aussi des livres, dont le livre Réussir ses tests techniques en développement web, qui est aussi donc la thématique sur laquelle on va s'axer là tout au long de ce live ensemble. Et justement, Abby, pourquoi cette fixette sur les tests techniques? Alors, parce que j'ai eu l'occasion de vivre 3 processus de recrutement en tant que dev en 4 ans, là, donc 2 en tant que junior et 1 en tant que confirmé il y a 2 ans. Et je me suis plus ramassée que je ne les ai réussis, hein, au global, essentiellement à cause des tests techniques, qui est vraiment, je dirais, la pierre angulaire des processus de recrutement. Vous me direz après, vous aussi, si vous en avez vécu, comment vous les avez vécus. Pour tout vous dire, hein, pour ma part, vraiment, tout ce qui est entretien, candidature, CV, lettre de motivation et échange aussi au cours des entretiens, je suis plutôt bonne, quoi. Enfin, dans ces domaines-là, je suis assez bonne dans tout ce qui est interaction, etc. Pour pouvoir aussi, je sais pas moi, prouver mes compétences douces. Voilà, ça se passe plutôt bien. Mais en dépit de ça, quand mes tests techniques étaient un peu faibles, ou du moins pas à la hauteur des attentes des entreprises, et ben ça loupait à chaque fois, quoi. Et c'est là où je me suis dit, waouh, donc vraiment le test technique, c'est vraiment ce qu'il ne faut absolument pas rater, même quand tout va bien. En fait, quand ça passe pas, quoi. Parce que finalement, les entreprises vous recrutent essentiellement pour vos compétences techniques, même si vous êtes une personne très sympathique et même si vous êtes une personne qui prouvez que vous êtes en mesure de progresser. Même si vous réussissez dans une certaine mesure à le démontrer, si le test technique n'est pas ouf aux yeux de l'entreprise en face, vraiment ça passera pas, quoi. Vous pouvez peut-être davantage vous permettre d'avoir d'autres compétences qui bloquent que celles des compétences dures requises en test technique. Donc voilà, beaucoup d'échecs, beaucoup d'échecs. J'ai vraiment essentiellement loupé mes tests techniques sur l'ensemble de mes processus de candidature, tout compris, même ceux que j'ai réussi en fait finalement. Quand je fais le calcul, vraiment la majorité des fois, je me suis loupée. D'où le fait qu'il y ait le jeu d'échecs que vous pouvez voir là sur la slide. D'où le fait donc que je fasse cette fixette dessus. Et aussi, alors pourquoi Parce qu'en vrai, les entreprises donc nous soumettent à des tests techniques, notamment les tests techniques, en fait, où on nous demande de créer des applications, que ce soit à la maison ou bien en live. Mais derrière, en fait, alors, ces entreprises, en fait, vont nous fournir des instructions pour pouvoir effectuer ce test technique, mais elles ne vont pas nous dire tout ce à quoi elles s'attendent. Voilà, il y a beaucoup d'opacité là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de circulation d'informations finalement quant aux critères de réussite qui peuvent varier d'une entreprise à l'autre, mais il y a quand même une base, je dirais, qui se retrouve un peu partout. Et ça, je l'ai appris à mes dépens, en l'occurrence, en passant des tests. Et encore, quand je dis je l'ai appris, pas forcément de la part des entreprises elles-mêmes, ou difficilement du moins. Parce que non seulement les entreprises ne vous feront pas part de leurs attentes nécessairement, mais en plus, quand vous recevez un email, quand vous en recevez un qui vous dit que vous vous êtes foiré, concrètement, vous n'aurez pas nécessairement les critères, les raisons pour lesquelles votre test n'a pas été considéré comme réussi.
Et parfois, même en courant après l'entreprise, vous n'obtiendrez pas forcément ces informations-là. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, puisque souvent, les entreprises vous ghostent aussi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et voilà, donc pas beaucoup d'échecs et pas forcément beaucoup d'explications quant aux raisons de cet échec. Et les fois où j'ai eu des explications, bon, c'était grâce à certaines personnes qui m'ont coopté, notamment auprès de l'entreprise et qui se sont battues bec et ongles pour obtenir les informations, et je les en remercie. Et même malgré ça, les informations fournies, en fait, peuvent être lacunaires ou bien un peu, comment dire, pas évidente à comprendre, surtout quand on est junior en fait et qu'on n'est pas forcément au courant de comment implémenter en fait ces différentes choses qu'on nous demande d'inclure dans notre test technique. Voilà. Je regarde la slide d'après parce que la non-habituée que je suis ne sait plus ce que j'ai écrit. Ah oui, voilà. Avant de passer à la suite. Alors, tout cela, en fait, a fait que, comment je m'y suis prise en définitive. Je me suis dit, bon, ok, Abby, glane le maximum d'informations que tu peux récupérer, donc de la part des entreprises en l'occurrence, souvent difficilement, et puis après par la suite en effectuant des recherches par toi-même. Et j'ai passé, je vous jure, j'ai passé des nuits blanches, quoi. Des nuits blanches à faire des recherches, mais pendant des semaines finalement, d'un processus à l'autre, voilà, en lisant des articles, beaucoup d'articles pour glaner des informations sur quoi inclure finalement pour proposer un projet complet et un projet en fait qui satisfasse les exigences des recruteuses, des recruteurs en test technique, quoi. C'était pas évident, d'autant plus que je me suis dit, voilà, j'ai envie vraiment de mettre le paquet, puisque c'est ce qu'ils attendent le plus, c'est là où ils m'attendent le plus sur le test technique, donc je veux pouvoir rendre le meilleur possible, quoi, vraiment, que ça fasse sensation même, je dirais, et comme ça, j'aurai vraiment toutes les clés en main pour pouvoir décrocher un poste. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et ça a fini par payer. J'ai compris, moi, ce qui me manquait. Et puis, j'ai fini par... non seulement j'ai compris ce qui me manquait, mais j'ai compris aussi, comment dire, pourquoi il fallait inclure ces choses-là. Voilà. Il faut savoir quoi mettre et il faut savoir pourquoi le mettre. Ça, c'est très important. Je reviendrai là-dessus plus tard. Et c'est ce qui m'a permis à commencer vraiment à réussir ces tests, même dans des entreprises différentes, et même en adoptant des choix différents finalement. Parce qu'en fait, moi, je me référais à des principes, on va dire, voilà, qui peuvent être appliqués de façon différente, mais qui, dans l'esprit, sont les mêmes, quoi. Et après, quand les recruteuses et les recruteurs les retrouvent dans le test, les convainquent, en fait. Les convainquent du fait qu'on connaisse ces pratiques, qu'on connaisse ces principes et que derrière, on sera capable de coder comme ils le souhaitent une fois en poste. Donc, j'ai commencé à appliquer tout ça et c'est ce qui m'a permis de décrocher mon dernier poste, entre autres, voilà, sur lequel je suis depuis 2 ans. Mais quand même, après ça, j'ai continué à l'avoir en travers de la gorge, en fait. Le fait que j'ai passé tout ce temps à galérer vraiment à lire ces articles, à me demander, en fait, est-ce que ça, c'est vraiment le bon choix? Est-ce que vraiment je devrais faire ça? Je ne sais pas trop. Et aussi, je me suis sentie franchement révoltée, quoi, du fait que ces informations-là ne soient pas facilement disponibles, et notamment en français. Parce qu'en anglais, il y en a forcément, c'est comme pour tout dans le dev, il y en a beaucoup plus de ressources, mais en français, pas tant que ça. Et aussi, c'est pas forcément si accessible, enfin du moins si abordable, si compréhensible, quoi. Et pour les personnes qui me connaissent ici, surtout depuis la chaîne Alors on Dev, moi je suis obsédée par ça, quoi, par le fait de rendre compréhensible le plus facilement possible toute information technique, notamment qui est trait à notre métier, quoi. Et donc, je me suis dit, il faut que je partage. Il faut que je partage ce que j'ai appris. Je veux que d'autres personnes puissent, en fait, savoir exactement ce qu'on est censé faire dans un test technique, ce qu'on est censé inclure dans un test technique pour réussir, mais pour vraiment réussir à fond, quoi, ces tests. Et donc, je me suis interrogée sur la forme que devait prendre ce partage. Je me suis dit qu'un livre, ce serait bien.
Ça serait bien parce qu'on peut revenir dessus autant qu'on veut, parce que, quand on se rappelle juste d'un mot un peu clé et qu'on a envie de retrouver des informations sur ce mot-là, c'est super facile de faire des recherches dans un livre. Et puis aussi un livre, ça permet de prendre le temps justement d'expliquer vraiment, s'il le faut sur plusieurs pages, un concept en particulier pour vraiment s'assurer que vous compreniez tout. Et puis ce livre, je l'ai aussi écrit pour moi ne pas oublier en fait, tout ce que j'ai appris, pour être sûr que ça s'imprime en moi. Et puis dites-vous que ce livre, moi, même si là je suis en poste, je m'y réfère encore beaucoup pour mon taf, quoi. Donc pas juste en tant que candidate, mais aussi en tant que dev en poste. Vraiment, ça m'aide au quotidien, quoi. Ça a structuré des choses dans mon esprit. Et c'est pour ça que je vous l'ai écrit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous en parler et je vais vous partager des astuces que j'y ai incluses pour réussir, donc pour que vous aussi vous réussissiez vos tests techniques. Donc premier conseil, premier conseil à suivre, linter votre code. Donc là, en fait, je vais principalement m'axer sur les tests techniques. On vous demande de créer une application parce que c'est vraiment ceux qui sont les plus, comment dire, ceux qui demandent le plus d'efforts, ceux qui demandent le plus de temps. Surtout quand on vous demande de faire ce test-là à la maison. En général, on vous donne une semaine et c'est pour que vous mettiez le paquet, clairement. Et même quand on vous demande de créer cette application-là en live, quoi. Ça vous permet vraiment d'avoir tout de suite en tête les choses à inclure. Et tout particulièrement, donc quand votre test technique, vous devez le faire à la maison, vraiment linter votre code. Donc le linting, le lint, je rappelle du coup ce que c'est le fait de faire en sorte que les personnes qui codent, voilà, dans un projet donné, codent d'une certaine manière, on va dire. Et donc, il y a une librairie principale qui permet de faire du linting, c'est ESLint, voilà, au nom très très explicite. Et du coup, typiquement, vous pouvez indiquer dans un fichier de configuration les différentes règles auxquelles les différents devs qui doivent coder sur votre projet doivent se soumettre, quoi. Donc, par exemple, là, vous voyez à l'écran, il y a une règle qui s'appelle noConsole et error, qui a pour valeur error. NoConsole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, vous n'avez pas le droit dans le projet d'écrire des console logs. Voilà. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas si vous le savez, mais clairement, il est découragé de pusher son code avec des console logs dedans, notamment parce que ça peut vraiment mettre à mal la performance de votre site. Ça peut, je crois, ralentir. Attendez, je reprends vraiment le chiffre. Voilà, votre code peut mettre jusqu'à 700 fois plus de temps à s'exécuter quand il y a des console logs. Donc, c'est pour ça que généralement, notamment dans les reviews de code, on vous dit dès qu'on voit un console log traîner, vous allez le voir ou peut-être que vous le savez déjà. En général, on vous tape sur les doigts, on vous dit non, ça il faut l'enlever absolument, pas de console log, pas de console log avant de mettre en ligne. C'est super important. Et donc, c'est pas évident finalement de se souvenir qu'il faut virer tous ces consoles logs. Je vous jure, moi, ça m'arrive toujours et je le vois aussi passer dans des PR. Mais le fait d'avoir un outil comme le lint qui du coup vous permet de dire au dev voilà ce que tu as le droit de mettre, voilà ce que tu n'as pas le droit de mettre, voilà le type de code que tu as le droit d'écrire ou pas. ESLint, en fait, ça vous permet du coup d'indiquer voilà, dans ce code-là, dans ce projet-là, tu n'as pas le droit de mettre des console logs, enfin du moins tu n'as pas le droit de pusher, voilà, tu n'as pas le droit de mettre des console logs, voilà, tout court. Et du coup, si vous en mettez quand même, vous, dans votre code, vous aurez des vaguelettes rouges dans votre éditeur de code, par exemple dans VS Code, qui vont se dessiner. Et vous pouvez même mettre en place des choses qui, par exemple, font en sorte que vous pouvez mettre des console logs pendant que vous êtes en train de développer votre application, parce que ça peut être pratique pour checker des trucs. Mais par contre, au moment où vous créez un commit, là, interdit de faire un commit s'il y a des console logs. Ça, c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose. Alors, pourquoi? Parce que du coup, vous allez, déjà, dans un premier temps, vous allez soumettre un test technique qui ne comprendra pas de console log. Et ça sera un bon signal, du coup, pour vos recruteuses et vos recruteurs. Et en plus de ça, vous leur prouverez que cette pratique-là, vous assurez du fait que vous ne la fassiez pas, que vous n'accueilliez pas des console logs, grâce au fait que vous ayez ce fichier de configuration de linting là, que vous voyez à l'écran, avec ces règles que vous avez vraiment explicitement nommées. Ça, c'est génial. Vous marquez déjà 2 points, en fait, auprès des
auprès des recruteuses et des recruteurs. Là, je vois une question, je réponds très rapidement. Console Table, c'est bon. Allez, troll. Alors, du coup, non, aucun console. Parce que je maxe sur le console log parce qu'en général, c'est cette fonction-là, c'est cette méthode-là qu'on retrouve le plus à partir de l'objet console. Mais c'est, voilà, quand on dit no console, ça veut dire pas de console log, ça veut dire pas de console table, ça veut dire pas de console error, rien, rien aucune méthode qui vienne de l'objet console, quoi. C'est un exemple de règle, hein. Vous pouvez en fait finalement en inclure d'autres. Je vous invite à consulter notamment la doc de SLint pour voir un peu toutes les règles qui existent et vous pouvez les configurer du coup. Je réfléchis. Ah oui, il y a un petit truc, une petite utilité par rapport à cette histoire de linting. C'est que si typiquement on vous demande de créer votre test technique à partir d'un modèle React en particulier, notamment Next.js par exemple, ou même Create React App, même si Create React App c'est un modèle React qui est maintenant déprécié, mais il est possible qu'on vous demande de créer votre test technique à partir de ça. Alors en général, vous avez déjà des configurations déjà préfaites en fait de SLint qui sont chargées dans ces modèles React. En revanche, elles sont personnalisables, pardon, et je vous recommande d'ajouter des règles, quoi. Même des règles juste qui vous font kiffer, juste comme ça, juste pour montrer en fait quoi que vous savez configurer ESLint. Vous voyez, et en fait, il faut être très zélé, il faut faire preuve de beaucoup d'obséquiosité quoi dans les tests. C'est super important parce que vous êtes là pour mettre vous êtes là vraiment pour montrer tout ce que vous savez faire. Et c'est justement ça le piège dans les tests techniques. Moi, c'est ce que j'ai observé parce que voilà, j'ai eu l'occasion de voir certaines productions lors de tests techniques. Le piège, c'est qu'on se dit, oh, bah, c'est un petit projet qu'on me demande de faire. Du coup, j'ai pas besoin de me prendre la tête avec tout ça. Enfin, j'ai pas besoin de mettre en place effectivement un linting ou d'autres tâches de configuration de mon projet, quoi. J'ai juste à faire exactement ce qu'on m'a demandé dans les instructions du test technique. Non, 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 non. Non, non, non. En fait, vous devez créer un projet comme si vous alliez le mettre vraiment en ligne et comme si vous alliez vraiment avoir des utilisatrices et des utilisateurs, comme si vous alliez avoir une vraie équipe de dev autour de vous, en fait, avec laquelle coopérer. C'est ça, en fait, que vous devez créer comme type de test technique et que vous devez rendre à l'entreprise, quoi. Donc, ça peut sembler complètement overkill parce que vous vous dites, mais j'ai mon micro-projet, je dois avoir 3 fichiers dedans. Enfin, en tout cas, je vais avoir peut-être 1000 lignes de code en tout, quoi. Mais non, mais en fait, vraiment, mettez le paquet sur les configs et tout ça parce que c'est le moyen pour vous de démontrer ce que vous savez faire et du coup, de montrer que derrière, vous êtes capable de prendre en main un projet de code qui, lui, est un vrai projet de code en production, à savoir le produit de l'entreprise auprès de laquelle vous présentez votre candidature. Donc voilà, vraiment ESLint, quoi. ESLint, mettez des règles, qu'elles soient déjà présentes ou pas, configurez-les et voilà, très important. Alors, deuxième conseil, modulariser votre code. Voilà, et ça rentre un peu en ligne avec ce que je vous disais un peu plus tôt. Vous vous dites, allez, c'est un petit projet, je m'en fiche, je vais tout mettre dans un seul composant. Bon, là, j'exagère un peu, ou même dans quelques composants. Voilà. Voilà, j'ai pas besoin d'optimiser tout de suite. Non, 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 optimisez tout de suite. Encore une fois, vous êtes en test technique. Donc, typiquement, si vous créez un composant là comme celui-ci que vous pouvez voir en bas à droite qui s'appelle Product, vous pourriez être tenté c'est un composant qui est destiné à afficher les détails d'un produit dans un e-commerce. Voilà, on va dire ça comme ça. Et vous pourriez du coup vous dire, moi dans mon composant, évidemment, je vais avoir mon JSX qui va afficher mes divs, voilà, mes liens, enfin bon, tout ce qui s'affiche à l'écran, quoi, tous les éléments qui vont s'afficher à l'écran. Et je vais aussi inclure dans mon composant tout mon call API pour pouvoir récupérer les informations de ce produit. Sauf que ça, ça veut dire que votre composant, il a plein de responsabilités, quoi. Il a la responsabilité effectivement, de l'affichage, quoi, de l'affichage des différents éléments du produit, et aussi de la récupération des informations depuis l'API. Et donc, ça veut dire que vous avez plein de raisons différentes de modifier votre composant.
Et ça rend votre code moins maintenable. C'est-à-dire que, par exemple, vous vous rendez compte que vous devez opérer une modification dans la manière dont vous faites votre call API. Vous pouvez, par inadvertance, modifier d'autres choses dans votre composant, puisqu'il comprend plein de trucs. Il comprend aussi le code d'affichage dans le JSX, par exemple. Et donc ça vous expose à plus de bugs. Et donc voilà, ça c'est un problème en termes de maintenabilité. Et en plus, ça rend aussi votre composant plus difficile à tester, potentiellement. Donc ça, c'est pas top. Il vaut mieux en fait séparer les tâches dans différents fichiers. Donc avoir votre composant product qui va être essentiellement, où il va y avoir essentiellement du code vraiment d'affichage avec vos divs et tout ça, voilà, le nom de votre produit, les caractéristiques de votre produit sont pris, le bouton ajouter au panier, etc. Ça, vous allez l'avoir, par exemple, dans effectivement le composant product que vous voyez en bas à droite. Et la partie vraiment call API, etc., vous pouvez la délocaliser dans un autre fichier. En l'occurrence, ici, c'est un hook que vous voyez en haut à droite qui s'appelle use product. Comme ça, si vous avez des trucs à modifier, la manière dont vous effectuez votre call API, je sais pas, la fonction que vous utilisez pour faire votre code API, elle doit changer, etc., vous aurez juste à changer ce fichier-là. Et là, tout de suite, vous avez un code qui, effectivement, est plus maintenable. Du coup, voilà, vous avez réparti votre code dans des fichiers différents et ça limite effectivement les bugs et en plus, ça le rend plus facile à lire aussi parce que de fait, chaque fichier aura moins de lignes de code en fait que si tout était regroupé dans un seul fichier. Donc vraiment, là, vous gagnez à fond et dans le cas d'un test technique, c'est super important parce que du coup, vous montrez effectivement que vous êtes capable de modulariser, que vous êtes capable de créer un code qui soit clair, pour vous aujourd'hui, pour le vous de demain qui se souviendra plus de ce qu'il a fait hier, et aussi pour vos collègues dev, quoi. Ça, c'est vraiment très important. Voilà. Dans le livre, d'ailleurs, on parle aussi beaucoup de cette thématique de modularisation et on parle aussi dans quelle mesure on peut aller plus loin en découplant le code, quoi. Donc, en faisant en sorte qu'il y ait vraiment le moins de liens possible, typiquement, par exemple, ici, entre product et puis le hook use product. Voilà, ce qui n'est pas forcément facile à faire, surtout dans React, mais on s'interroge beaucoup là-dessus. Donc, vraiment, je vous invite à regarder dans le livre. Troisième conseil, très très important, expliquez votre code. Ça aussi, c'est un écueil qu'on retrouve beaucoup dans les tests techniques, enfin un manquement dans les tests techniques. On se dit, bon voilà, c'est bon, j'ai créé mon code, maintenant je vais le rendre, quoi. Sauf qu'en fait, vous n'avez pas du tout dans votre README, alors potentiellement, vous avez complètement zappé qu'il fallait écrire un truc dans le README. Donc, vous avez le README de base, je sais pas, Create React App ou bien de Next.js ou quelconque autre modèle React à partir duquel vous êtes parti pour faire votre test technique. Et vous avez envoyé votre test technique comme ça. Alors ça, c'est une erreur immense. Moi, je l'ai faite moi-même, vraiment. Ne faites pas ça. Il faut absolument que vous personnalisiez le README de votre projet, ne serait-ce que pour indiquer déjà les différentes commandes que les personnes qui vont réviser votre test doivent effectuer. Donc, le npm i pour installer les paquets, npm run dev pour pouvoir faire tourner le serveur de dev. Ça, c'est super important. Et non seulement il faut indiquer ça dans son README, mais il faut aussi expliquer ses choix. Alors ça, par contre, il y a des entreprises qui peuvent éventuellement vous inviter à le faire dans les instructions du test, mais franchement, pas tant que ça, quoi. Donc, expliquez vos choix, vraiment, profitez-en. Par exemple, là, je vous ai dit, voilà, j'ai commencé avec des tâches de chore, mon test technique, donc des tâches de configuration, voilà, en mettant du linting, etc. Voilà, expliquez pourquoi. Là, j'ai dit, ça aide à coder de façon plus efficace. Effectivement, on fait en sorte par exemple, avec le linting, qu'il n'y ait pas de console log, etc. Donc, c'est cool. Modularisation, là, comme vous pouvez le voir. Voilà, expliquez ce que vous avez fait et pourquoi vous l'avez fait. Parce que je reviens du coup là-dessus, je vous en parlais un peu plus tôt. C'est super important que vous démontriez ce que vous savez faire et aussi que vous démontriez que vous comprenez en fait ce que vous faites. C'est vraiment le nerf de la guerre parce qu'en fait, les entreprises, quand vous soumettez un test technique, en général, on fait ça, surtout quand on le fait par exemple à la maison, on va le faire à distance, le test technique. Donc, du coup, elles savent pas exactement ce que vous maîtrisez, elles savent pas ce que vous êtes parti récupérer sur Internet. Maintenant, en plus avec ChatGPT, vous voyez, vous pouvez peut-être éventuellement prendre un truc comme ça qui a l'air d'être à peu près correct, mais en fait, derrière,
vous comprenez pas en fait ce que vous faites, quoi. Et d'ailleurs, très souvent, après avoir rendu un test technique, quand il est considéré comme réussi, vous avez aussi un entretien de review. Voilà, vous allez discuter avec les devs qui auront regardé votre test, et oui, ces personnes vous poseront des questions, ou bien même s'engageront juste dans une discussion avec vous. C'est vraiment pour vérifier que vous compreniez bien ce qui se passe. Donc, vous pouvez leur faciliter la vie et déjà prouver que vous comprenez ce que vous faites via ce README, vous voyez. Et en plus, ce README, ça sera aussi une excellente préparation pour vous en amont de ce test de rencontre avec les devs, puisque ça vous permettra, vous, de vraiment avoir un bon résumé en quelques lignes de tout ce que vous avez fait, de pourquoi vous l'avez fait, et ce sera une super base, en fait, pour pouvoir bien aborder cet entretien-là, quoi. Moi, typiquement, le README, le fait d'avoir fait le README, ça m'a permis, lors des entretiens du coup d'après, de revue de code et tout, d'avoir anticipé littéralement chaque question qui m'a été posée, quoi. Vraiment. Donc, c'est super, super pratique et pour vous, et c'est super utile pour les devs derrière qui peuvent vraiment trancher en votre faveur grâce à la présence de ce README. Ensuite, écoutez, voilà, là, ce sont mes 3 conseils principaux. Et si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir encore plus de détails, plus d'explications, vraiment, je vous invite à lire le livre Réussir ses tests techniques en développement web. C'est un livre, voilà, je découpe absolument tout. Je vous partage encore plus que moi ce que j'ai fait, parce qu'en fait, pour le livre, j'ai lu énormément je suis allée encore plus loin. Moi, pour mes tests à moi, j'ai juste, entre guillemets, lu des articles, mais moi, j'ai lu des livres, j'ai lu des articles, des pages de livres de Robert C. Martin notamment, qui a développé beaucoup les principes solides, qui sont justement des principes qui vous permettent de coder proprement. J'ai lu beaucoup aussi de contenu d'articles de Ken Sidotz, qui est le créateur de React de Testing Library, parce que du coup, on aborde aussi beaucoup la thématique des tests unitaires, des tests d'intégration dans le livre. Voilà, vraiment, je vous inclus tout ce que ces personnes disent, et tout est illustré, tout le code à créer, parce que du coup, on part d'un code d'une application e-commerce du coup dans le livre, pour vraiment voilà, on crée en fait ensemble une application e-commerce, quoi, avec tous les détails qu'il faut inclure et qui sont attendus dans les tests techniques, et vous avez tout, quoi. Vous avez tout le code, vous avez tous les principes théoriques sur lesquels se base ce code, vous avez toutes les copies d'écran aussi de ce que doit donner l'application dans la page. Donc vraiment, je vous invite à lire ça, et vous allez gagner, je vous jure, vous allez gagner mes 4 ans d'expérience de dev en vrai, quoi. Donc tout ce que j'ai lu, et en plus toute mon expérience, sauf que vous n'aurez pas à faire toutes ces nuits là, toutes ces nuits blanches que moi j'ai dû me taper, et ça pourra vous permettre vous aussi du coup d'aller intégrer de très belles boîtes où vous vous en tirez bien. Moi, j'ai la chance vraiment voilà, je vous ai dit, c'est une boîte qui a énormément d'impact, surtout en France, là où je travaille, mais c'est aussi une entreprise où je me sens vraiment super bien, où les personnes sont très, très bienveillantes, notamment dans mon équipe. Vraiment, j'ai beaucoup de chance, et je sais que c'est grâce au test technique, quoi. Vraiment, c'est grâce à la réussite de ce test technique que j'ai pu intégrer cette entreprise de très, très, très loin devant mes autres qualités. Donc vraiment, je vous invite à vous faire du bien, quoi, et à lire ce livre. Et en plus de ça, là, je vous l'annonce en public pour la toute première fois, vous aurez droit à un guide en plus, puisque j'ai vu passer une question notamment par rapport à ça. Donc le guide s'appelle Décrocher un poste en développement web, et là vraiment on part en fait, je vous présente quoi faire de A à Z, quoi, de la sortie de formation ou de poste si vous êtes déjà en poste, jusqu'au décrochage du poste. Donc là, c'est pas juste les tests techniques. Là, on voit voilà, comment aborder la construction du portfolio, comment construire son profil LinkedIn, publier sur LinkedIn de sorte à attirer vraiment une bonne attention, comment prendre des contacts, justement développer son réseau, comment candidater aussi, parce qu'il y a plusieurs moyens différents de candidater. Il y en a qui sont beaucoup plus agréables que le moyen très classique, voilà, qui est de cliquer sur postuler. Et puis aussi les différents types d'entretiens, en fait, finalement, parce que maintenant, les entretiens, c'est un parcours du combattant, hein. C'est souvent des histoires de 5-6 étapes, dont le test technique. Et vraiment, on passe en revue toutes ces étapes-là. Du coup, vraiment, ce guide, comme j'ai vu effectivement plusieurs personnes, donc là, pendant effectivement ce live, et même avant aussi, une personne qui avait acheté le livre et qui m'a dit, ouais, mais il faudrait encore, c'est cool hein, d'avoir des conseils sur les tests techniques, mais il faudrait encore pouvoir décrocher un poste, un entretien. Et du coup, là, vous avez toutes les infos, et la combinaison de ces 2 livres-là, ça vous permet d'être ultra calé. Enfin, moi, c'est tout ce que j'ai suivi, quoi, et c'est étayé par des experts en plus. Donc, vraiment, voilà, quoi. Je vous recommande à fond, vraiment. Et voilà.
Et c'est tout. J'ai hâte maintenant qu'on puisse échanger. Et ouais, super. Écoute, merci beaucoup parce qu'effectivement, c'est un concentré et c'est le bon niveau de concentré, de présentation et de teasing parce qu'effectivement, tu vas pas résumer tout le bouquin en 1 heure et donc il J'ai y a déjà quand trop même parlé. Tu énormément. vois, regarde juste avec 3 conseils. Regarde, il est Mais 18h36. voilà. Et non, mais en plus, c'est directement actionnable, c'est clair. Bah, vraiment, merci beaucoup pour ce partage. Il y a pas mal de questions et aussi de remerciements, hein. Tu peux remonter. Le public est très bienveillant et très reconnaissant de ce que tu as pu partager avec eux. Et forcément, c'est très vivant, chouette. On voit bien que c'est incarné. Euh, on a une série, hein, d'interventions sur les entretiens, les conseils. On essaie d'alterner tech et actualité tech et préparation d'entretien parce que c'est quand même un sujet majeur. Surtout que le marché, depuis 2 ans, c'est quand même tendu, donc il faut muscler son jeu. Il y a plus de développeurs il y a plus de concurrence et un peu moins de postes. Et donc, ce que tu présentes, c'est très, très précieux. Ce que je te propose, c'est quand même de regarder. Il y a quelques questions concrètes qui revenaient aussi. Alors, je ne sais pas jusqu'où je peux remonter parce que si vous avez des questions, hein, on commence la question de questions-réponses. Je vais prendre celles que j'ai vues passer et je vais rattraper les suivantes. Mais Donovan nous pose une question sur le README. Est-ce que il doit être rédigé exclusivement en anglais ou bien on met une traduction en français si on postule en France, évidemment? Je recommande d'écrire en anglais, moi. Toujours le README parce que par convention, en fait, par convention, finalement, même dans une entreprise française, on écrit tout en anglais. On écrit ne serait-ce que le code, le nom de nos variables est en anglais. Dans les PR aussi, donc les pull requests, on s'émet des commentaires en anglais entre devs. Donc voilà, vraiment pour être dans la continuité de cette tradition-là, la tradition du coup d'avoir un code qui soit abordable par toute personne finalement dans le monde. Voilà, écrivez en anglais, quoi. Pas besoin de faire fromage et dessert. L'anglais suffit. Voilà. Très bien. Et J, juste avant, à 18h39, demandait sur la partie expliquer le code dans un README, OK. Et les commentaires dans le fichier de code. Parce qu'il est aujourd'hui en formation chez nous, c'est une très très bonne idée, en CDA. Et il dit qu'il a tendance à commenter, peut-être trop commenter son code. C'est quoi la bonne proportion et est-ce que c'est une bonne pratique à tes yeux? 0 commentaire, surtout en test technique. Je vous dis là, il faut vraiment être très zélé. Donc moi, je dirais vraiment ouais, n'en inclure aucun. Comme ça, vous prenez pas de risque en fait, parce que si vous tombez derrière sur des devs qui se disent, qui sont dans cette politique-là du 0 commentaire et qui se disent oh il y a des commentaires, bah du coup ça veut dire que le code il est pas assez clair. Voilà, il y en a qui de base, enfin à l'origine vont vraiment se dire ça. Voilà, n'émettez aucun commentaire, d'autant plus que ça me fait penser quand justement j'étais dans mes premiers processus de recrutement, ben, un des retours que j'avais eu d'une entreprise, c'était ça, quoi. C'est que j'avais mis des commentaires et que du coup, ça n'allait pas parmi les éléments qui n'allaient pas. Donc vraiment, moi, je vous recommande plutôt justement vous concentrer sur le fait d'écrire un code qui soit suffisamment clair pour ne pas avoir à émettre de commentaires, d'autant plus que dans les tests techniques, on n'est généralement pas censé avoir un code qui, on va dire, avec des subtilités qui pourraient nécessiter la présence de commentaires. Moi, je sais, par exemple, typiquement, j'ai en tête du code du coup de mon entreprise et je sais que j'ai en tête un commentaire. C'est pour vous dire à quel point ils sont rares. J'ai en tête un commentaire en particulier sur mon scope et je me dis oui, là, c'était nécessaire parce que c'était une espèce de tour de passe-passe, on va dire, qu'on évite au maximum. Mais bon, parfois, on n'a pas vraiment le choix. Mais justement, dans un test technique, comme vous avez très peu de code en général qui est à inclure dedans, faites en sorte, du coup, appuyez-vous là-dessus pour créer un code qui soit aussi clair que possible, notamment grâce à la modularisation et qui, du coup, vous permettra de ne pas avoir à inclure plus facilement, de ne pas avoir à inclure de commentaires. Super. Nathalie nous demande comment elle accède au guide.
suppose que c'est le guide pour la recherche de poste. Oui, alors en l'occurrence, en fait là le guide il est disponible pour les personnes du coup qui ont acheté le livre Réussir ses tests techniques et le lien du guide est inclus dans le mail. Le mail en fait qui permet de parce qu'en fait le livre en question il est numérique, j'ai oublié de le dire. C'est un livre numérique et c'est un livre numérique notamment parce que en fait idéalement c'est un livre qui se lit en coding along ou follow along. Donc vous avez votre livre d'un côté de votre écran ou bien sur un écran et vous avez votre VS Code qui est ouvert de l'autre côté. Et comme ça, vous lisez le livre et à côté, vous pouvez reproduire l'application en fait, vous voyez, qui est déroulée dans le livre, quoi. Et donc voilà, donc du coup, c'est un livre numérique. Et une fois que vous l'achetez, vous recevez un email pour pouvoir le télécharger. Et dedans, vous avez un lien vers le guide, qui lui est gratuit. Voilà. Alors, pour répondre à Sabine, je sais. Voilà, on a répondu dans le reste du field. Il n'y a pas d'onglet questions à proprement parler dans BBB. La discussion et les questions se mélangent. Donc, il faut poser les questions au fil de l'eau. C'est une piste d'amélioration, mais donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas dans la suite. Bon, d'ailleurs, on commente la question sur les commentaires. Ah oui, j'ai une question de J. C'est une autre que j'avais vu passer tout à l'heure. Donc, dans le Nord, un ami dev a déjà eu des tests techniques où on demandait limite un site ou une app complète de A à Z qui prendrait plusieurs jours complets de boulot pour un pro. Est-ce que c'est trop demandé pour un test technique de la part d'un recruteur et où mettre la limite sans faire la fine bouche? Ouais, ça c'est la grande question, hein. Franchement, je lisais encore un article il n'y a pas longtemps là-dessus, sur des gens qui disent justement, moi je refuse, quoi. Je refuse. Je dirais que ça dépend peut-être déjà de votre situation. Si vous êtes junior et que c'est compliqué déjà en fait de décrocher justement des entretiens et tout, c'est peut-être un peu compliqué du coup de se dire bon, je refuse de faire ce test parce que ça en est trop. Après, ça dépend, hein, c'est à l'appréciation de chacune et de chacun aussi. Pour ma part, je sais que, bon, moi, j'ai tout accepté, quoi. Et notamment un test, parce qu'il y a test technique et des tests techniques. Il y a des tests techniques à la maison. On vous donne quand même moins d'instructions, on vous laisse un peu plus libre. On vous donne pas trop de features aussi à faire, parce que du coup, il y a un certain nombre de fonctionnalités, voilà, qui vous est demandé dans le test. Voire même, on peut vous demander une certaine liberté là-dessus. Et du coup, typiquement, vous pouvez plus vous concentrer sur la configuration, justement, du projet, etc., que sur le fait de développer derrière des features. Et voilà, et donc ça peut limiter le temps à consacrer au test. Par contre, parfois, il y a des entreprises qui vont vraiment vous demander la blinde et en plus qui vont vous demander aussi d'adopter dans votre test plein de librairies, voilà, différentes que vous ne connaissez pas nécessairement. Alors même si vous êtes dev et que vous êtes habitué à coder, etc., il y a quand même toujours une courbe d'apprentissage finalement sur une librairie donnée. Et donc ça, effectivement, là, vous pouvez peut-être vous dire quand vous voyez, je sais pas moi, 10 librairies et c'est ça et rien d'autre, parce qu'en l'occurrence, c'est ce qu'on utilise dans notre boîte, tu vois, et du coup, on s'en fout que tu utilises une librairie équivalente que tu connais déjà. Ça peut être un red flag à la limite par rapport à une autre boîte qui va vous laisser, utiliser qui va peut-être vous dire, vous utilisez React, mais après, pour tout le reste, vous utilisez ce que vous voulez, quoi. Et là, du coup, vous pouvez partir sur ce que vous connaissez déjà et ça limitera déjà beaucoup le temps passé à coder le test. Ça peut être une manière de placer la limite. Voilà. Là, je vois quelqu'un qui dit justement, je connais des devs qui, au-delà de 1 ou 2 jours complets de boulot, estiment que c'est red flag. Ça s'entend tout à fait, hein. Enfin, un jour ou 2 jours de boulot, on arrive déjà entre 15 et 20 heures, quoi. Donc, c'est énorme, hein. C'est énorme, sachant que souvent, on doit travailler à côté, que ce soit dans le dev ou ailleurs. Donc, ça fait oui, je sais bien, ça fait de grosses journées. Moi, c'est pour ça que j'ai fait des nuits blanches, typiquement. Ouais. Et c'est aussi pour ça, je reviens sur le livre. Oui, je fais ma promo, mais disons que le livre vous aide justement. En fait, c'est comme ça vous offre un cadre déjà tout prêt. En vrai, vous avez juste, entre guillemets, à l'adapter à la thématique du test, quoi. Là, c'est un e-commerce, mais peut-être que si on vous demande de construire un CRM, en gros, vous avez juste, entre guillemets, à faire en sorte que la base de ce code du livre match le CRM. Il y aura plein de trucs qui, de toute façon, encore une fois, se retrouvent d'un test à l'autre. Ça peut être un moyen aussi d'économiser beaucoup de temps, clairement.
Sophia nous demande, est-ce que tu peux donner des exemples de tests techniques qui peuvent être donnés en live, à la volée? Parce qu'il paraît qu'il y a des recruteurs qui servent parfois de coding game. Donc, si tu peux donner 2-3 exemples pour illustrer. Ouais. Alors, il y a Coding Game, effectivement. Alors, Coding Game, du coup, c'est un autre système parce que c'est plutôt en mode QCM. D'ailleurs, j'ai des vidéos, j'ai des vidéos, 2 vidéos sur Alors on Dev là-dessus, qui voilà, sur comment justement réussir ces tests de type Coding Game. Mais pour les tests techniques de type pardon, application en live, j'ai déjà eu un chat. J'ai déjà eu un chat, en fait, voilà, une messagerie à créer. Voilà, en, je sais plus, 45 minutes ou 1 heure, quelque chose comme ça. Et dans ce genre de cas, du coup, évidemment, vous élaguez. Vous n'allez pas commencer à vous embêter avec des histoires de CSS, par exemple. Voilà. Moi, je dirais, quand vous voyez que vous avez que ça comme temps, déjà, vous zappez le CSS. Vous partez vraiment sur les styles de base voilà, qui sont offerts par le navigateur. Donc, vraiment, vous ne touchez même pas au CSS, quoi. Vous vous concentrez plutôt sur l'observation des bonnes pratiques. Comme je disais, la modularisation, etc. quoi. Évidemment, vous n'irez pas aussi loin que dans encore une fois, un test fait à la maison, notamment en termes d'architecture, mais vous pouvez quand même proposer des choses, prouver en fait que vous êtes vraiment très attentif au fait de créer un code qui soit propre, qui soit modularisé, voire découplé, et qui soit, peut-être, si vous avez le temps, vous créez un fichier de test aussi, ça serait pas mal, quoi. Voilà. Bon, je pense t'as répondu à la question de Brahima sur le guide. Est-ce que tu recommandes de le lire ou de suivre les tests au fur et à mesure en faisant les tests? Et tu t'as répondu à ça tout à l'heure en parallèle. Je reviens quand même rapidement sur cette question. En fait, commencer par le guide, c'est pas mal, parce qu'en fait, le guide, il part vraiment de la fin de formation. Donc, typiquement, ou bien de la sortie de poste, quoi. En gros, vous êtes toute fraîche, tout frais, là, et vous êtes sur le point de postuler. Vous vous dites, voilà, maintenant, voilà, j'ai envie en tout cas, vous êtes sur le point de vous orienter vers des candidatures. Commencez par le guide, parce qu'en fait, c'est là où le guide commence, quoi. Il commence par vous donner des infos sur, voilà, le portfolio, LinkedIn, les contacts, les manières de candidater. Commencez par ça. Et en fait, le guide, à un moment donné, a un chapitre sur les tests techniques. Donc là, je vous fais une introduction et tout là-dessus. Et justement, je vous redirige vers le livre Réussir ses tests techniques, quoi. Donc comme ça, vous pouvez lire le livre et ensuite, vous pouvez revenir sur le guide parce que du coup, il y a les entretiens d'après le test technique qui sont aussi détaillés dans le guide Décrocher un poste. Et voilà, comme ça, vous commencez par le guide, ensuite, vous faites un passage dans Réussir ses tests techniques et ensuite, vous terminez par le guide. Et là, vous aurez vraiment l'expérience full à 100% avec tous les conseils pour tout réussir en fait dans votre processus. Très clair. Ah, je vois Front Code Lover. Alors, je sais pas, non, je ne dis rien. Je te laisse, Cyril. Non, mais tu prends aussi les balles au bon parce qu'en fait, voilà, j'aide à l'animation, mais j'essaie de pas trop rater de questions. Nous, on nous demande si le livre est que pour les devs front ou plus largement. On a parlé. Voilà, il y a le côté e-commerce, mais malgré tout, est-ce que c'est très centré front ou c'est aussi back? C'est complètement centré front. D'ailleurs, c'est au point où on simule les callbacks, en l'occurrence. Donc, vraiment là-dessus, je vais être très honnête avec vous. On est sur un projet en React, complètement front, quoi. Voilà. Bon, il y a beaucoup de commentaires intéressants. Mais il y a de l'humain, il y a de l'historique, donc c'est aussi intéressant. Je penserais plutôt là pour alimenter. Ah, là, ouais, tu dis? Non, vas-y. Vas-y, si tu en repères avant moi, parce que je défile le fil. C'est mon impulsivité qui parle. Je ne dis rien, je te laisse gérer parce que sinon ça va vite chaos. Non, sincèrement. Oui, non, je suis très à l'aise dans le fait de partager la parole. Et tu as bien évoqué que tu étais très à l'aise sur la dimension orale qu'avec les slides. Et honnêtement, effectivement, je pense que tu n'as pas à le démontrer. C'est très. Je vous dis, moi, je suis là pour être authentique. Voilà, je suis là, je viens avec mes qualités, surtout avec mes défauts, et surtout ceux que j'avais avant de vraiment mettre en place un plan d'action, d'attaque même pour cette histoire de test technique. Et c'est le but, parce que c'est en étant sincère avec vous que
que les bonnes infos circulent et que vous les recevez, en fait, pour derrière réussir vos processus, quoi. C'est vraiment, vraiment le but. C'est pour ça, moi, je sais, moi, je suis ultra bavarde, quoi. Et j'ai beaucoup d'impulsivité. Du coup, je préfère, Cyril, vraiment que tu gères les questions. C'est plus simple. Très bien. Donovan pose une question. Alors, je suis arrivé à 18h46 là, dans les questions. Quand un recruteur nous demande un test technique, à qui la propriété intellectuelle du code qui a été réalisé, qui est propriétaire du code en fait à l'entreprise ou au postulant? Je ne sais pas si tu as un avis éclairé sur le sujet. Parce que quand c'est le salarié, il n'y a pas de doute. Mais là, finalement, il n'y a pas de relation contractuelle. Donc, qui est propriétaire du code? Alors là, je vais avouer que je vais me reposer complètement sur l'information partagée par Audrey un peu plus bas. La loi nous dit qu'ils n'ont théoriquement pas le droit de s'en servir dans un cadre commercial. Bah, c'est super, comme ça c'est bon à savoir maintenant. Est-ce que la loi est appliquée? Franchement, je ne saurais le dire. Ce que je peux dire, par contre, c'est que, alors côté salarié, moi, ce dont je me suis aperçue, en tout cas à mon niveau, clairement, je n'ai jamais entendu parler dans les entreprises où j'ai travaillé de la récupération, des informations transmises en test technique dans notre code à nous, enfin dans le code de l'entreprise, quoi. Je me rappelle pas avoir jamais récupéré le code d'une candidate ou d'un candidat pendant un test technique dans le code de production du coup de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui s'est jamais produit là où j'ai travaillé. Donc bon, j'espère que c'est représentatif effectivement de l'attitude de toutes les entreprises, enfin d'un maximum d'entreprises du moins. Et Marion, alors je suis arrivé, j'espère ne pas avoir zappé trop de choses, je suis arrivé à 18h52, donc a priori j'ai rattrapé, il y a beaucoup de commentaires intéressants. Tu as peut-être vu quelque chose avant moi, en fait, c'est ça, parce que j'ai... Non, je voulais juste te dire, si jamais il y a des personnes qui ont posé des questions plus tôt, mais qui n'ont peut-être pas justement été dites, vraiment reposez-les, n'hésitez pas, quoi. Oui, c'est clairement, parce qu'on peut en zapper, parce qu'il y a une discussion et il y a des questions. C'est vrai qu'il y a d'autres outils plus ergonomiques, c'est une des limites d'outils qu'on utilise, mais il est très bien par ailleurs. La question, Marion avait donc une interprétation un peu différente sur la propriété du code et se disait, peut-être que je peux aussi l'utiliser pour mon portfolio. Ça allait dans les deux sens. C'était la lecture de Marion. Voilà. Oui, parce qu'en plus, c'est toi qui l'as produit, du coup, le code du test technique. Donc, franchement, je pense que là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème. Et puis après, il faut savoir que... alors, pour la diffusion, justement... Alors, parce que, du coup, voilà, le test technique, qu'est-ce que vous transmettez exactement les entreprises déjà comme information, comme instruction, comme support aussi pour pouvoir réaliser votre test technique? Ça dépend beaucoup d'une entreprise à l'autre. Comme je vous le disais un peu plus tôt, il y a des entreprises qui vont vous demander de partir d'un projet Create React App ou bien Next.js par exemple. Donc là, clairement, vous faites ce que vous voulez. Enfin, c'est open source. Enfin, voilà, vous partez d'un projet que vous avez initié vous-même à partir de Create React App ou Next.js. Il y en a d'autres qui vont vous transmettre... cela dit, c'est vraiment une bonne question. Il y en a d'autres qui vont vous transmettre un modèle React qui aura déjà été préconfiguré par l'entreprise. Et là, je pense qu'il peut y avoir plusieurs cas de figure. Si l'entreprise vous communique ce modèle-là sur GitHub et vous voyez que le repo il est complètement public, qu'il est disponible pour tout le monde, je pense que vous pouvez tout à fait partir de cette base-là pour effectivement derrière faire votre propre portfolio ou l'ajuster aussi, du coup. Par contre, moi, j'ai une entreprise qui m'a clairement dit, déjà qui m'a communiqué le code de base, le modèle de base pour réaliser le test par email et qui m'a dit qu'il ne fallait pas le publier, quoi. Et qu'il fallait que moi aussi, je rentre d'ailleurs le code du test technique par email. Donc là, clairement, si vous partez effectivement d'un repo qui vous a été envoyé par email et on vous a dit, on ne veut pas que ça sorte, clairement, oui, je vous décourage de l'utiliser dans votre portfolio. Voilà. Oui, quand il y a des restrictions, en général, elles sont explicitées pour éviter tout doute. Simon pose à 18h53 la question très sobre, et les tests en algorithmie? Oui, moi ça m'est arrivé qu'une seule fois et c'était vraiment un test alors bon, il y a les tests en algorithmie du coup qui, on va dire, qui prennent la forme des QCM du style coding game par exemple. Donc ça c'est une certaine réalité. Et après il y a les tests en algorithmie où là aussi on est testé en live face à quelqu'un et sur une question donnée. Ça m'est arrivé dans un processus. Franchement, c'était vraiment simple.
Et en plus, on avait le droit d'effectuer des recherches à côté. Voilà. Le but était plutôt de voir quelle était la démarche intellectuelle, du coup, de la personne, voilà, de la vôtre, quoi, en l'occurrence, qui est en entretien, et à quel point vous communiquez aussi justement avec la personne en face de vous. Donc en vrai, là-dessus, vous pouvez peut-être vous entraîner. Il y a des plateformes, il y a Coding Game en tant que tel, hein, qui vous permet de vous entraîner. Il y a LeetCode aussi qui est pas mal du tout pour tout cela. Et surtout, en fait, entraînez-vous même face à votre miroir ou votre canard en plastique à parler, en fait, à dire aussi quand vous êtes bloqué. Ah bah tiens, là, je me rappelle plus comment on fait ça, comment on fait un sort déjà, comment on fait un ça, quelle fonction de rappel je peux mettre dans mon sort pour vraiment bien trier la liste de mes users en fonction de leur nom de famille, machin. Voilà, dites-le en fait. Enfin, dites presque tout ce qui vous passe par la tête finalement, quoi, parce que alors autant les compétences dures sont absolument clés, et c'est pour ça que les tests techniques, vraiment les boîtes, elles font une fixette là-dessus. Mais autant la communication, c'est vraiment de loin la compétence douce la plus demandée aussi. Donc et quand les entreprises incluent un entretien de ce type-là, live, technique, c'est clairement pour pouvoir vous tester aussi là-dessus. Là, c'est une entreprise qui prouve clairement qu'elle a besoin de voir que vous êtes en mesure de communiquer, quoi. Donc vraiment, mettez le paquet là aussi, soyez zélés, quoi. Dites tout, quoi. Dites tout, vos questionnements et en même temps vos prises de décision, vraiment verbalisez-les. Et voilà. Sur le canard en plastique, Audrey, je sais qu'on a un article dans les tuyaux. On publie, je crois qu'on a je n'ai pas la date de publication précise. Je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après. Si tu l'as, on peut faire un peu de teasing. Mais on a un petit article en préparation sur effectivement la partie canard en plastique mardi prochain. Voilà. Merci Audrey. Ah, voilà. Je savais que c'était, ça fait deux rendez-vous qu'on en parle et qu'on fait un peu de teasing. Pierre demande, dans le cadre d'un test tech en live, est-ce qu'on a accès à MDN? J'ai envie de dire oui. Enfin, en tout cas, pour ma part, je suis toujours tombée sur des tests en live où j'avais le droit de consulter ce que je voulais. En l'occurrence, quand je dis les tests en live, c'était toujours des tests à distance et où voilà, je devais coder sur une plateforme donnée qui était souvent fournie du coup par l'entreprise. Et oui, j'avais tout le temps le droit de faire ce que je voulais en fait, quoi, concrètement. Je crois qu'il y a des entreprises qui demandent à ce qu'on ne consulte rien à côté, et j'ai envie de dire que ça, c'est un red flag. Enfin, voilà, parce que c'est tellement loin. Déjà qu'il y a beaucoup de tests qui sont vraiment loin de la pratique finalement qu'on aura en entreprise. Mais là, en plus, non, quoi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que on passe son temps en fait à consulter des informations extérieures, quoi. Et si c'est pas MDN, ça sera peut-être la documentation de l'entreprise en vrai, quoi. Ou bien le code d'autres personnes. Moi, ma commande préférée, c'est contrôle Shift F, quoi. Recherche globale. Attends, je dois utiliser ce composant pour la première fois, mais je sais pas trop là au niveau des profs. Laisse-moi regarder vite fait dans la codebase qui a déjà utilisé ce composant. Comment? Voilà. Enfin, notre boulot, c'est ça, c'est d'aller fouiller ailleurs pour implémenter des trucs. Donc, franchement, voilà quoi. Pour moi, oui. Enfin, la vaste. Enfin, moi, j'ai toujours eu ça, la possibilité de consulter ce que je voulais. Donc, voilà. Oui, parce que enlever les outils avec lesquels tu travailles au quotidien et faire un cas pratique, c'est idiot. Quand tu ne demandes pas à un menuisier que tu recrutes de monter une table sans sa boîte à outils. Tu ne demandes pas à un contrôleur de gestion de faire un cas pratique sans un tableur. Effectivement, c'est créer de la difficulté juste, je ne vais pas dire pour le plaisir, mais l'objectif, c'est aussi d'essayer de montrer ce que le candidat peut faire dans les meilleures conditions possibles. Lui attacher les deux mains dans le dos pour courir un 100 mètres, c'est pas comme ça qu'on fait les plus grandes pointes de vitesse. Donc, je partage ce retour d'expérience. On nous demande aussi Copilot, mais je ne sais pas si dans les derniers tests que tu as pu faire, si la question Copilot était dispo, mais là aussi, ça permet d'aborder la question quid des LLM & Co dans le cadre d'une approche de test technique et ton approche sur le sujet. Alors, Copilot, non. Alors, la dernière fois que j'ai passé des tests, c'était en 2022, mais c'était avant le Big Bang de ChatGPT et du coup de toutes les IA là, qui ont découlé. Du coup,
Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire ce que les entreprises disent ou ne disent pas. Je réfléchis. Par contre, moi, pour ma part, alors l'opinion que je m'en fais, c'est que je vois vraiment pas pourquoi une entreprise interdirait l'utilisation de Copilot. Parce que moi, j'utilise Copilot, d'accord. Et clairement, Copilot, c'est pas lui qui me dit comment réfléchir. Copilot, en général, il est là pour me faire de la complétion, en fait. Voilà. Donc, il se doute de ce que je vais écrire après, mais ce dont il se doute, en général, enfin, il va se douter de ce que je vais écrire sur une ligne, peut-être, quoi. La manière dont j'ai besoin de nommer une variable, voilà, ce genre de choses. Mais c'est pas lui qui va me pondre, ou même quand il le fait, par exemple, quand il va me pondre tout le JSX d'un composant, ou bien même toute une logique dans une fonction, je vais constamment devoir adapter en fait ce qu'il me fait, surtout quand la logique est un peu longue, quand on est sur une dizaine de lignes, ce genre de choses. Parce qu'en fait, Copilot n'est pas forcément au courant de toutes les spécificités liées au produit. Parce que c'est ça en fait le truc. C'est qu'ok, on code, et c'est pour ça aussi le truc des boîtes qui t'interdisent de voir du MDN à côté de ton test technique, ça n'a pas de sens. Le code, et ça c'est dans les comment on appelle ça, les principes de qualité web de d'Opquast notamment, le code est au service, la technique est au service d'un produit. Vous codez pour pouvoir créer un produit. Donc, si on vous embête parce que voilà, vous avez utilisé une fonction, je ne sais pas moi, map au lieu d'un for each, ou j'en sais rien, ça n'a pas de sens, quoi. Bon, après ça dépend bien sûr. Enfin, bien sûr, il y a des questions, il y a des histoires de performance, il y a des histoires de bien sûr de code propre et de trucs comme ça, bien sûr. Mais parfois, quand c'est des trucs qui n'ont pas beaucoup de sens, je veux dire, c'est ridicule parce qu'en définitive, vous devez créer un produit. Votre technique doit être bien, elle doit être en place justement, mais c'est toujours au service d'un produit, quoi. Donc, si Copilot vous aide, et en général, il va vous aider pour des trucs, du code qui se répète beaucoup, en fait. Vous voyez, au contraire, c'est une superbe aide et c'est chouette de pouvoir démontrer que vous savez comment l'utiliser, vous savez à quel moment vous pouvez lui faire confiance à Copilot, vous savez comment aussi modifier ou corriger le code qu'il vous suggère. Moi, je trouve que c'est plutôt un outil d'avoir un Copilot pendant les tests techniques. Là, c'est plutôt, j'imagine, pour les tests techniques en live, plutôt que le contraire, en fait, quoi. Au contraire, je trouve que c'est même un gros green flag parce que vous montrez que, ok, j'utilise les IA, mais voilà comment je les utilise. Je les utilise pas pour remplacer mon cerveau. Je les utilise pour décharger mon cerveau de tâches répétitives et sans intérêt pour vraiment me concentrer sur le code, le code, comment dire, le plus important, en fait, le plus stratégique, qui est bien souvent le code vraiment qui permet de mettre en place le produit, quoi. Voilà. Alors, il y a toujours beaucoup de remarques en plus avec de l'humour quand tu regardes, c'est toujours appréciable. Je pense qu'on a un peu fait le tour des questions et on est dans les temps. S'il y a voilà, une ultime question, bien sûr, on veut bien la prendre. Et puis, je vais te laisser avant de te laisser le mot de la fin, j'encourage vraiment les gens à aller sur ton site, sur ta chaîne. Il y a beaucoup de contenu, toujours avec la même énergie, la même fluidité. Donc, c'est vraiment très, très agréable. Et Audrey a l'excellente idée de le partager à nouveau, même si on retient très facilement à l'heure dev. Et la réponse est oui. C'est parce que ça, tu peux le poser avec une question, avec un point d'interrogation, mais allons-y. Ah, il y a une question de Front Code Lover, pardon. Sa question, il envoie où son CV pour travailler dans ton entreprise en front? Alors, sur mon LinkedIn, sur Très mon bien. LinkedIn, je pourrais donner des informations par rapport à ce qui concerne le recrutement en ce moment dans mon entreprise. Donc, Bon, il y a mon nom que vous voyez s'afficher à Bobangui. Rejoignez-moi là-bas. très bien. Et puis, message de Serge qui fait plaisir auquel je m'associe forcément, mais qui dit, voilà, c'est pas une question, mais un applaudissement. Que tu défends très bien. Moi, je rajoute le très bien, mais tu défends bien les couleurs de O'Clock. Bravo. C'était effectivement très chouette. On va respecter le temps de chacun. Il est 19h05. Merci beaucoup. On pourra même faire des suites parce qu'en fait, on a plein de sujets en commun à continuer. Mais merci pour ton temps. Et vraiment, si vous n'avez pas quoi offrir à votre camarade Dev, le livre est une très très bonne idée. On n'a pas de royalties, hein, on en parle parce qu'on
on est content de le partager, c'est chouette. Vous avez vu un échantillon et franchement, vous voyez déjà, juste avec la couverture, toute la richesse qu'il y a dedans. Donc vraiment, jetez-vous dessus. On vous invite jeudi midi et il y aura un replay comme d'habitude sur les chaînes, sur la chaîne, et puis on fait des articles dans la foulée quand on a le temps de bien peaufiner le script. Donc tout ça nous permet aussi d'animer la communauté. Donc vous pourrez avoir accès à tout ça. Et donc jeudi prochain, c'est le midi. Léo Briand va ouvrir le capot de comment on entraîne un LLM. Il a monté un modèle pédagogique qui montre à la fois comment on entraîne des images avec ses propres images et comment on monte aussi, on entraîne des textes. Et tout ça est gratuit. On fera une petite partie sur le développement, l'appréciation, la présentation du modèle. Et ce qui nous intéresse aussi, ce que vous ne trouverez pas sur Internet et qu'il y aura dans la conférence, on va ouvrir le capot pour voir techniquement ce qu'il y a derrière, et ce sera aussi intéressant. Les invitations sont ouvertes. Ce sera donc autour d'un sandwich ou d'une pizza, comme le dit Audrey. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vais couper l'enregistrement. Je vous dis à très bientôt. Merci, Abby, pour ce À soir. bientôt. Merci. Bonne soirée. Merci d'avoir été là.